Nous allons vous présenter le gouvernement de Boyer. Nous allons présenter le régime politique de Boyer et la crise de 1943. Bien sûr, laquelle crise qui va renverser Boyer. Mais d'abord, qui est-il? Boyer, euh, Jean-Pierre Boyer est un affranchi mulâtre. C'est quelqu'un qui a participé à la guerre civile de 1999-1800 aux côtés du général André Rigaud. Mulâtre André Rigaud contre les Noirs de Toussaint Louverture. Après la victoire de Toussaint, il se réfugie en métropole. En 1802, Boyer fait partie de l'expédition navale française du général Leclerc. L'expédition Leclerc, ordonnée par Napoléon, qui aboutit à l'arrestation de Toussaint Louverture. Mais devant le rétablissement de l'esclavage par les Français, Boyer reprend les armes contre ceux-ci. Certainement, il accompagnait l'expédition militaire, l'expédition Leclerc, mais en fait, comme mulâtre, il était contre le rétablissement de l'esclavage en Haïti. C'est pourquoi il a pris les armes par la suite. Après la victoire contre l'armée napoléonienne et la proclamation de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804, nous trouvons un Boyer qui soutient Alexandre Pétion. Pétion qui le prit d'abord pour secrétaire et l'élève rapidement au grade de général, de l'armée. Après l'assassinat de l'empereur, Boyer prend position pour Pétion. Contre le général Christophe. Général de l'armée, ancien secrétaire particulier de Pétion, Boyer était désigné pour lui succéder. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du pouvoir de Boyer? 3 caractéristiques. Le pouvoir de Boyer est un pouvoir centralisé et autoritaire. Le pouvoir de Boyer est un pouvoir conservateur et obscurantiste. Le pouvoir de Boyer est un pouvoir exclusiviste. D'abord, centralisé et autoritaire, nous disons que Boyer contraste avec celui de Pétion, d'apparence libérale. La conception du pouvoir amène celui-là à en faire un usage abusif. Pétion disait de lui, en tout, Boyer veut dominer. Il faut dire qu'il trouva dans la Constitution de 1816, élaborée par Pétion, un cadre légal pour son autoritarisme et son centralisme. Sur Boyer, l'institution parlementaire existe formellement, parce qu'en réalité, l'exécutif détient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Vous voyez ce que Bonnet a écrit à propos. Le président avait imposé silence aux discussions de la tribune. Le pouvoir de Boyer est aussi un pouvoir centralisateur obscurantiste. Je dirais que Boyer conserve les structures traditionnelles. Un exécutif présidé par un président à vie, un Sénat de 24 membres et une Chambre des députés élue au suffrage universel pour 5 ans. La Constitution de 1816 de Pétion à Boyer, offre à Boyer, la Constitution de 1816 offre à Boyer un cadre légal pour son autoritarisme. Boyer étouffe la liberté d'expression. Il y a des journalistes comme
Etlou et Darfour, ces journalistes furent incarcérés et exécutés pour avoir dénoncé dans des articles de journaux les mauvais agissements du pouvoir de Boyer. Le pouvoir de Boyer est un pouvoir exclusiviste. Pétion avait instauré dans la République de l'Ouest et du Sud une république minoritaire. Cette politique s'est renforcée avec Boyer. De fait, sous le règne de ce dernier, la minorité mulâtre détient pratiquement le monopole du pouvoir. Les Noirs étaient exclus. Maintenant, voyons l'opposition contre le gouvernement de Boyer. L'opposition contre Boyer. Il faut dire que cette opposition trouve sa nature, trouve sa justification dans la nature autoritaire et rétrograde de ce pouvoir. L'ensemble de la collectivité nationale rejetait le pouvoir de Boyer. Nous pouvons citer la bourgeoisie libérale, les classes moyennes, urbaines et rurales, les masses urbaines et rurales, et même les généraux nationalistes, en fait, pratiquement tout. C'est le rejet après 25 ans de pouvoir. C'est toute la société dans son organisation qui rejetait le régime de Boyer. Mais ça a commencé, bien sûr, sous forme d'opposition parlementaire. C'est au Parlement que ça a commencé. L'opposition contre Boyer est d'abord une opposition parlementaire. Il y a un courant libéral qui traversait l'Europe au XIXe siècle. Ces idées libérales allaient favoriser le déclenchement du mouvement de 1943 en Haïti qui devait emporter le gouvernement de Boyer. Au nom de ces idées, les députés débutent leur mouvement à la Chambre législative connue dans l'histoire sous le nom d'opposition parlementaire. Il faut dire que ça est né de l'insatisfaction des députés. Les reproches adressés au gouvernement de Boyer sont multiples. Qu'est-ce qu'on reprochait à Boyer? On reprochait à Boyer son absolutisme. La liberté d'expression n'existe que dans l'article 31, qui est dans la loi. L'article 31 ainsi libellé, nul ne peut être empêché de dire, d'écrire et de publier sa pensée. Cependant, des journalistes ont été emprisonnés. Je viens de vous donner 2 exemples. Puis fusillés pour avoir osé dénoncer les mauvaises actions du régime de Boyer. Donc, on a reproché à Boyer son absolutisme. Deuxième reproche adressé à Boyer, c'est son centralisme administratif. Les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président. Les secrétaires d'État ne sont que des agents d'exécution. Le Parlement n'existe que dans la forme. Troisième reproche, c'est son exclusivisme. C'est un gouvernement de famille, un gouvernement de minorité. Les bonnets, les bougelas. Une minorité gouverne avec Boyer, tandis que la majorité est exclue du pouvoir. Enfin, la dernière reproche adressée à Boyer, c'est sa gérontocratie. En fait, la plupart des fonctionnaires de son gouvernement étaient des vieillards. Je prends comme exemple Ginac, Sabourin, vous voyez, c'est ça, on reproche à Boyer sa gérontocratie, un gouvernement de vieillards. Il faut dire que cette opposition, bien sûr, sera à la base du renversement de Boyer. Mais il faut aussi souligner les mauvaises actions du gouvernement de Boyer. Les mauvaises actions du gouvernement de Boyer, comme par exemple le paiement de l'indemnité. En 1822, Boyer accepte de payer une forte indemnité à la France pour la reconnaissance de notre indépendance. Le fait pour lui d'accepter l'ordonnance du roi de la France, laquelle ordonnance qui est condamnée par tous les Haïtiens, même ceux de la classe sociale de Boyer. La conséquence la plus immédiate est d'ordre économique. La première tranche de l'indemnité est payée en mettant le trésor public à sec. Voyez, Boyer, pour se procurer des nouvelles ressources, Boyer augmente les impôts. Les conditions de vie des masses rurales se dégradent. C'est dans ce contexte qu'il faut placer, bien sûr, l'élaboration du Code rural de 1826. C'est une mauvaise décision politique, le fait pour lui d'accepter l'ordonnance du roi Charles X de la France. Accepter de donner de l'argent à la France pour reconnaître notre indépendance, c'est une décision politique qui était contestée par pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Donc maintenant, le fait qu'il avait des problèmes d'argent, c'est pourquoi il va
il va élaborer le Code rural de 1826. Le Code rural de 1826, en fait, est un ensemble de textes et passes que Boyer a réunis pour en faire un corps de loi cohérente. Il faut dire que c'est également un ensemble de principes réglementant les rapports sociaux dans les campagnes entre propriétaires, fermiers et cultivateurs. Le Code de 1826 régit de façon rigoureuse la vie des cultivateurs. Ce code est d'une extrême sévérité. Le Code rural de 1826 reproduit les règlements de culture de Toussaint, le caporalisme agraire de Dessalines, les lois du Code Henri. En fait, ce code vient rétablir l'esclavage sans le nom. Les éléments populaires seront durement touchés par l'application du Code rural de 1826. Nous avons parlé tout à l'heure de l'opposition parlementaire. Maintenant, face à la réaction violente de Boyer contre le Parlement, eh bien, ça va provoquer, bien sûr, l'opposition populaire. L'opposition parlementaire n'a pu atteindre l'objectif de réformer le gouvernement de Boyer. Bien au contraire, des députés de l'opposition comme Ira Dumels et David Saint-Preux sont chassés de la Chambre. Réélu par le peuple, Ira Dumels est chassé à nouveau par la majorité gouvernementale. Ce coup de force porte le peuple à entrer dans la lutte contre Boyer. C'est ce qu'on appelle l'opposition populaire. Voyons quelques manifestations de cette opposition populaire à travers, bien sûr, le mouvement libéral de 43, de 1843, lequel mouvement qui finira par venir à bout, finira par renverser définitivement le régime de Boyer. Maintenant, parlons du mouvement libéral de 1843. Le pouvoir de Boyer symbolisait l'antilibéralisme et l'obscurantisme. Un mouvement de contestation contre ce pouvoir rétrograde débute au Parlement avec les députés. C'est l'opposition parlementaire. Maintenant, pour exprimer leur divorce avec l'ancien régime, les révolutionnaires rédigent une nouvelle constitution qu'on appelle la constitution de 43. Et ces idées sont puisées dans un manifeste intitulé Manifeste de Praslin. Les idées révolutionnaires du manifeste n'ont pas été appliquées par les hommes de 43. En fait, c'est ça ce qu'on va assister. Les hommes qui ont pris le pouvoir après Boyer ces hommes-là ne vont pas vraiment appliquer les idées du manifeste. Hein? Bien au contraire, ces hommes, Rivière, les guerriers, Pierrot Richer, gouvernent avec les mêmes méthodes autoritaires de Boyer. Les classes moyennes et particulièrement les masses populaires allaient poursuivre la lutte sous la direction de Jean-Jacques Accaro. Vous voyez que le mouvement libéral, quoique ces hommes ont renversé Boyer, n'ont pas fait mieux que Boyer. Et ces hommes ne faisaient que continuer les pratiques politiques de Boyer. Donc c'est pourquoi on va assister à une véritable révolution, un soulèvement, un grand soulèvement populaire sous la direction de Jean-Jacques Accaro. Il faut dire que le soulèvement d'Accaro a donné une dimension révolutionnaire à la crise de 43. Mais lorsqu'il ne va pas produire véritablement la révolution, mais ça a donné une dimension révolutionnaire à la crise de 43. Les masses face au mouvement libéral, Accaro et le piquetisme. Le mouvement Piquet 1844, en fait, est une réaction à la gestion des hommes de 43. Des hommes de 1843, les 43 arts, incapables de satisfaire les revendications fondamentales du peuple. Au nom des piquets, Accaro réclamait. Quelles sont, en fait, les revendications des piquets avec Accaro? D'abord, sur le plan économique, Accaro réclamait la diminution du prix des marchandises importées et l'augmentation du prix des denrées d'exportation. Ça, c'est sur le plan économique. Diminution du prix des marchandises importées, l'augmentation du prix des denrées d'exportation. Sur le plan social et politique, il réclamait l'égalité, la justice sociale, le partage des terres, l'application et le maintien de la Constitution de 1843, et puis enfin, un noir à la présidence. Ce sont en fait les revendications sociales et politiques d'Accaro. Je reprends
Sur le plan social et politique, Akaro réclamait l'égalité, la justice sociale, le partage des terres, l'application et le maintien de la constitution libérale de 1843, un noir à la présidence. En fait, ce sont des revendications révolutionnaires. Maintenant, quelle était la réponse? La réponse de la bourgeoisie au mouvement populaire. Quelle était la réponse de la bourgeoisie au mouvement populaire? La bourgeoisie inaugure en Haïti le régime des gouvernements de doublure. Cette bourgeoisie récupère le mouvement d'Akaro en essayant de satisfaire l'une des revendications du peuple. Un noir à la présidence. Un noir à la présidence. Il faut dire que c'est dans le cadre de cette politique, donc le fait pour la bourgeoisie de satisfaire l'une de ses revendications dans la présidence, mais en fait, c'est des présidents noirs. Ce sera des noirs au pouvoir, mais des noirs, bien sûr, des noirs qui vont défendre les intérêts des bourgeois de l'oligarchie traditionnelle mulâtre. Il faut dire ça, c'est dans le cadre de cette politique que des vieillards ignorants comme Guerrier, Pierrot, Richer ont été portés au pouvoir. En réalité, la bourgeoisie qui, à travers ces hommes, c'est la bourgeoisie qui continue à gouverner le pays par l'intermédiaire de ses présidents. C'est ce qu'on appelle en Haïti le règne des gouvernements de doublure. Dans notre prochaine présentation, ce sera le régime politique de Faustin Soulouque, 1847-1859. Soulouque qui, bien sûr, mettra fin à cette tendance, qui mettra fin au règne du gouvernement, au règne des gouvernements de doublure. Merci.